Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Le Pompon, le podcast qui s'intéresse au parcours atypique et inspirant des entreprenantes et entreprenants du Sud-Ouest. Je suis Théo Robache, animateur d'événements et de médias, entrepreneur soucieux du bonheur des autres, désireux d'aller à la rencontre de profils épatants pour vous partager leurs histoires. Au travers de ces rencontres, j'aime comprendre cette vibration si créatrice, si inspirante, si porteuse qui anime mes invités. Ce podcast est un mélange de découvertes d'univers, de conseils assimilés à du développement personnel, d'inspiration, de partage d'une vision de la vie plus apaisée et positive. Alors j'espère profondément que ces témoignages pourront vous inspirer. Après, c'est toujours pareil, on en discutait pendant tout le podcast. C'est aussi la chance des rencontres, mais la chance, elle se provoque. Donc, faut pas trop se poser de questions, il faut y aller. Il faut y aller, il faut peser bien sûr le pour et le contre, mais à un moment donné, si on le sent, si on a le feeling, il faut y aller. Y aller, oui, et Jérôme Schilling y va avec passion et détermination. En 2022, il a obtenu le titre de meilleur ouvrier de France et décroche une 2e étoile dans ses cuisines du restaurant Lalique au château Laforie-Péraguet. À 41 ans, il brille dans l'univers de la gastronomie et compte bien continuer d'écrire sa belle histoire. Dans cet épisode, il me partage sa vision de la cuisine, entre art et amour, ses rencontres marquantes et les personnes qui l'entourent pour l'aider à développer son talent. Féru de travail et éternel perfectionniste, Jérôme se livre avec beaucoup d'authenticité dans cet épisode plein d'émotions. Alors je vous souhaite à toutes et à tous une très belle écoute. Bonjour Jérôme. Bonjour Théo. Merci de nous recevoir ici. C'est un grand plaisir. En plus, j'ai eu la chance, la joie de déjeuner ici. Oui. Et je reviendrai là-dessus, donc encore merci pour cela. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Alors, donc je m'appelle Jérôme Schilling, alsacien du cœur et d'origine. Je suis arrivé ici dans le Sauternais en octobre 2017 pour faire une ouverture ici en juin 2018. Voilà, c'est un pays que j'aime beaucoup parce que j'ai de la famille justement du côté de Libourne. Donc c'était pas une région inconnue dans mon cœur. Donc voilà, et puis je m'y sens excellemment bien. Ouais, c'est marrant, ça parle déjà d'amour. On reviendra, j'imagine, sur l'amour de la cuisine, c'est chouette. Tu voulais faire quoi quand tu étais petit ? Alors quand j'étais petit, déjà j'étais un enfant très dynamique. D'ailleurs, ça se retrace sur mes enfants. Ma 2e fille, elle est comme moi. Ma maman elle me dit toujours, punaise, c'est un Jérôme bis, mais en fille. Donc j'étais quelqu'un de dynamique et je faisais beaucoup de sport. Mon frère il a 8 ans de plus que moi. Donc il m'emmène toujours jouer au foot avec ses copains, donc il y avait quand même un sacré écart. Mais du coup je devais encore courir plus vite puisqu'ils avaient plus grandes jambes. Et je faisais aussi pas mal de tennis. Du coup ça me permettait de m'exprimer de cette manière dans le sport, avec du challenge, avec de la compétition, parce que j'ai toujours aimé ça. Et voilà, donc j'étais un enfant avec une enfance classique, on va dire, avec des parents stricts, alsaciens, l'église les deux le vont de pair, dimanche. non, c'est pas ça. Pardon ? Les deux vont de pair. Oui, ça va de pair en général. Oui. Voilà, une enfance, pour moi, une enfance classique, parce que voilà, il y avait l'église le dimanche. Le samedi, il fallait participer aux tâches ménagères. La semaine, c'était l'école. Après l'école, c'était le travail avec la maman, les révisions. Voilà. Enfin, moi, j'appelle ça classique parce que voilà, je pense que c'est la normalité de participer à la famille, à la maison. Après, bon, l'église, chacun y croit ou y croit pas, mais voilà, nous, c'était notre tradition. Mais en fait, ça rejoint un peu cette forme d'éducation que j'ai eue. Se rejoignait sur la cuisine parce que ma maman travaillait très tôt le matin. Elle cuisinait déjà le matin de bonne heure, à 6 heures. Quand je me levais, j'avais déjà les odeurs du salé. C'est peut-être pas ça qui m'a mis dans la cuisine, mais le samedi, elle cuisinait toujours un plat très familial. Il y avait mon oncle qui venait, qui se rajoutait à tabler. Le soir, on mangeait un peu plus léger. C'était très souvent froid le soir, c'était jamais chaud. Charcuterie, des crudités, des salades.
Le dimanche, c'était avant d'aller à l'église, il y avait déjà le plat qui était fait, était au four, c'était toujours un plat cuisiné longtemps. Ouais. Et voilà, c'est toute cette essence. Et puis quand je revenais de l'école, ma première chose que je faisais, j'allais dans la cuisine, j'allais regarder dans le frigo ce qu'il y avait. Alors j'allais rien faire, mais je regardais dans le frigo. Il y avait toujours une casserole, à un moment, il y avait toujours quelque chose qui mijotait du midi. Je soulevais le couvercle, je sentais, voilà, il y a tout ça. Donc déjà une culture comme de la cuisine qui est bien présente. Oui, très forte, oui, parce que ma maman, c'est une excellente cuisinière. Elle a appris de ma grand-mère paternelle. Donc voilà, elle a fait ces 2 dernières années de sa vie chez nous à la maison. Et elle a appris à cuisiner à ma mère. Ok. Donc du coup, il y a vraiment quelque chose de sentimental avec la cuisine, voilà, familial. Oui. Et alors à quel moment, toi, tu t'es dit, j'ai envie de faire ça comme métier? Est-ce que c'est déjà arrivé dès l'adolescence? Bah oui, parce que de toute façon, comme tous les enfants, mais c'est marrant, j'en discutais avec une cliente ce midi. Elle est née aujourd'hui, donc c'est l'anniversaire de ma belle-sœur, donc la sœur de mon épouse. Et demain, c'est l'anniversaire de notre fille la plus grande, Malou, qui a 13 ans, qui est en 4e. Et je disais, ah bah oui, moi ça me fait bizarre parce que elle doit déjà choisir un stage dans une entreprise pour choisir plus ou moins son orientation. Et du coup, bah, j'ai pris 2 cheveux gris d'un coup. et je viens à ça parce que, bah, comme nous, et elle disait, bah non, bah moi, elle doit avoir une 50aine d'années, ma cliente habituée. Et elle dit, bah, nous, on n'avait pas ce choix-là à faire quand on était en 4e, 3e, c'est que plus tard que c'est arrivé. Je sais pas à quelles années c'est arrivé. Mais moi, j'ai aussi ce choix-là à faire. Et en fait, moi, mon premier choix, bah, c'était ça. Parce qu'on avait toujours mangé dans un restaurant proche de mon village, le Cerf à Oberhofen, là où j'ai fait mon apprentissage. Et j'ai fait tout de suite mon stage là-bas. Et puis, ça m'a tout de suite plu. Et le patron, il m'a tout de suite dit, mais tu sais, moi, je vais bien t'accepter. Il connaissait ma famille déjà, mes parents, donc je pense qu'il n'avait pas trop de doutes. Mais il a dit, tu sais, tu verras plus tes copains, tes copines le week-end, voilà, tu vas changer de vie. J'ai dit, oui, c'est pas grave, mon sport, je le ferai un autre jour. Je le ferai l'après-midi quand je serai en repos ou en pause. Mais voilà, je me suis pas posé plus de questions que ça. Je savais que je voulais faire ça. Après, il y avait juste ces professeurs en 3e qui m'ont embêté. Ils voulaient pas que je prenne l'orientation CAP, alternance, parce qu'ils estimaient que j'avais pas le niveau pour y aller. Ils préféraient plutôt que j'aille dans du général, donc faire un bac. J'étais très bon en histoire géo. Ils voulaient plutôt m'orienter sur un cursus classique études. Et moi, j'ai dit non, je veux pas. Ils m'ont dit, ah ben non, à ce moment-là, vous allez au lycée hôtelier pour avoir un cursus moins apprentissage. Et moi, j'ai déjà trouvé ça dingue. Je me suis dit, mais pourquoi il veut faire ça? Et puis moi, alors du coup, il y avait 3 vœux à faire. En premier, j'ai mis CAP. En deuxième, j'ai mis au lycée classique hôtelier. Et après, en 3e, j'ai mis bac général. Et ils ont dit, mais il n'y a pas un problème de sens? Je dis, bah non, moi, c'est ça que je veux faire. Et je veux rien faire d'autre, quoi. Je veux faire de la cuisine. Et mon patron, enfin, mon futur patron, il est d'accord. Il m'accepte déjà. Donc, on avait déjà fait les démarches, quoi. Donc, voilà. Donc là, tu es au lycée? J'ai commencé au lycée, oui, en alternance. Donc, c'était une semaine d'école et il me semble que c'était 2 semaines de travail. Ok. Voilà. Et alors, est-ce qu'il y avait ce truc? J'ai reçu Thierry Bordenave, pour le coup, je parlais tout à l'heure, qui est coiffeur barbier, qui lui a fait un CAP coiffure à 16 ans. Et il me disait que c'était un peu la voie de garage, ce côté CAP, ce côté tu souris et je te... Oui, je souris parce que c'est complètement ridicule et on le paye aujourd'hui. En Allemagne, ils ont toujours... je parle d'Allemagne parce que forcément je suis alsacien, mais on était frontaliers. Mais en Allemagne, ils ont toujours mis en avant justement cette voie d'apprentissage, de tout de suite aller dans le monde du travail. Parce que justement, quand quelqu'un a envie de faire quelque chose et en plus est manuel, il peut être cérébral aussi, être bon dans les études et arriver à bien enregistrer les choses. Mais si quelqu'un a envie de faire, il sait déjà ce qu'il veut faire et il est passionné en plus par ce qu'il veut sur son métier, bah, il faut laisser faire. J'ai une anecdote, mais je ne vais pas en parler. Ah bah, t'as pas le droit de me dire ça. Non, j'ai une anecdote qui m'avait beaucoup marqué. C'était la belle-mère de mon frère qui m'avait dit ah mais oui, mais toi Jérôme, tu as choisi l'alternance parce que tu n'étais pas bon à l'école. Et ça m'avait un peu blessé parce que finalement
Aujourd'hui, maintenant, je pense, je sais pas si elle s'en souvient, mais moi, ça m'avait blessé. Parfois une phrase. Parce que non, j'étais très bon à l'école, au collège. J'avais, je sais plus, moi, en troisième, je devais avoir 15 000 de moyenne ou 16. Enfin, dans un lycée privé, il faut que ce soit privé ou public. Donc, le niveau est plus ou moins le même. Mais j'étais plus ou moins bien, à part que j'étais bavard et dissipé. Bon, ça, c'est une chose qu'on n'aura jamais pu m'enlever. Mais ça m'avait blessé parce que... et de là, je me suis dit, c'est pas que je vais lui prouver, mais le temps fera les choses. Et finalement, aujourd'hui, je pense qu'elle s'en mord certainement un peu. Elle veut être gentille avec moi. Enfin, elle est gentille, c'est une gentille. Elle est adorable, mais moi, ça m'a énormément blessé. Et puis, je suis pas quelqu'un de rancunier, mais à ce moment-là, et puis à mon âge, ça m'avait beaucoup. Ouais, ça m'a marqué. Vraiment au fer rouge. Et aujourd'hui, même avec la nouvelle génération que j'ai dans ma cuisine, ou qui viennent en stage, ou des parents qui me recommandent qu'est-ce que mon fils doit faire comme cursus dans le métier, je dis tout de suite l'apprentissage. Je dis mais qu'il y aille et au moins il va apprendre tout de suite sur le terrain. Et je leur dis tout de suite, je dis mais écoutez, vous savez, la culture générale, il va la faire de lui-même. En lisant, en s'instruisant, en regardant. Aujourd'hui, en plus, la culture générale, on l'a fait en plus. Je trouve même encore plus vite avec nos moyens qu'on avait. Enfin, je ne vais pas parler comme un vieux, j'ai que 41 ans, mais avant, on n'avait même pas. J'ai tout juste Internet. Moi, j'ai connu les tout premiers téléphones. Enfin, c'est incroyable. En 20 ans, comment le temps, les choses ont évolué. Mais aujourd'hui, on arrive vraiment à s'enrichir beaucoup plus vite. Avant, on devait prendre un dictionnaire pour chercher. On ne prend plus de dictionnaire. Qui c'est qui prend encore un dictionnaire? Ce qui est dommage, on va faire la réflexion, c'est dommage. D'accord, parce que parfois, tu as les mots en dessous, au-dessus qui te permettent d'enrichir ton vocabulaire. Bien sûr, même le calcul mental, tout a bien évolué. Moi, j'adore le calcul mental. Mais voilà, c'est maintenant... Enfin, ce que je disais, là, j'avais un couple qui était venu sans leur fils et il me disait, oui, notre enfant adore la cuisine, on n'est pas sûr. Je dis, mais inscrivez-le en apprentissage, en alternance, trouvez un bon patron, une petite maison, pas trop grande, et puis il va évoluer bien plus vite, à mon sens, que quelqu'un qui est tout le temps à l'école, qui va faire des stages de 3 semaines, 1 mois, avec des conventions qui sont des fois un peu compliquées pour nous, restaurateurs, parce que pour nous, elle n'est pas logique par rapport à notre mode de fonctionnement. Alors qu'en apprentissage, on est dans le vif du sujet, on a une responsabilité. Moi, je trouve qu'il y a une maturité qui est bien plus rapide dans notre métier. Et quand le jeune il part avec un CAP, il peut encore faire un bac pro en alternance ou un BP. Et il sera bien plus efficace qu'un jeune qui sort d'un cursus de stage. Oui, c'est sûr. Et j'ai quand même l'impression que l'apprentissage, la vision de l'apprentissage a quand même évolué ces dernières années. Ça a beaucoup plus positive. Oui, beaucoup plus positive. Et pour moi, revient beaucoup plus maintenant. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de jeunes maintenant dans les CFA. Et moi, je trouve ça chouette parce que finalement, nos anciens, ils ne sont pas trompés. C'est pas mal ça. Tu te souviens de tes premiers pas en cuisine, vraiment quand tu commences à devenir professionnel, que tu apprends? Et si je ne m'abuse, donc tu disais le premier restaurant c'est à Deux pas de chez toi en Alsace. Oui. Tu te souviens de ces premiers moments où tu es dans le feu de la cuisine, j'ai envie de dire, et que ça arrive et que tu as vraiment un pied dedans? Bien sûr, parce qu'on doit avoir une tenue, on avait les chaussures avec la coque. Le pantalon à carreaux bleus, bleu et blanc, bien sûr le torchon, les tabliers bien pliés. Bien sûr, tous ces moments-là me donnent un peu d'étoile dans les yeux parce que on est enfant encore quand on y est dans le bain. J'avais 15 ans. J'avais encore du duvet sur le front. Moi, ce qui m'a tout de suite marqué, c'est qu'on devait aller chercher des truites pendant le service. Dans le vivier, il y avait un vivier apparent en salle. Et on devait aller avec une épuisette récupérer les truites. Et puis les truites, c'est assez vif. Et des fois, j'arrivais pas à les attraper. Alors ça faisait des fous rires dans la salle de restaurant. Je le savais pas. Je revenais en cuisine, ils rigolent. Et puis moi, j'étais là, limite avec une goutte au front. Je me suis dit, enfin, j'y suis arrivé. En plus, il fallait l'assommer avec
je mettais toujours un petit torchon pour pas voir ses yeux et je lui tapais un peu sur la tête pour l'assommer. Ouais. Et après, on les travaillait aux amandes ou une truite au bleu. Enfin, et ça est toujours à la carte. Hein. Mmh. Mais oui, les premiers pas en apprentissage. Et puis, j'avais beaucoup fait de pâtisserie en apprentissage parce que on était 3 apprentis et 3 apprentis ils étaient au froid et à la pâtisserie. Mmh. Et après, le sous-chef Sébastien, il est toujours là-bas. Il s'occupait de toute la partie chaud, toute la viande, le poisson. Et après, il y avait le fils du patron qui gérait toutes les garnitures. Donc, c'était une organisation un peu qui était segmentée de cette manière-là. Et pour moi, c'était une vraie maison d'apprentissage parce que c'était une toute petite équipe. Et on avait le temps de grandir à un autre niveau, à taille humaine. Et ça, moi, je recommande vraiment beaucoup aux jeunes de commencer dans des toutes petites structures avec des cuisines. Oui, effectivement, c'était pas gastronomique. Mais c'était déjà, on va dire, semi-gastronomique. Et le midi, c'était plat du jour, où on faisait toujours des plats différents tous les jours. Et ça, c'était super enrichissant. Et on comprenait vraiment ce que c'était la cuisine. Mmh. Alors pourquoi il y a la cuisine et la cuisine? Parce que ça reste sur des prix abordables, avec des produits abordables. On n'est pas sur du caviar, de la truffe, comme j'ai pu connaître après dans mes formations d'après. Et on comprenait ce que c'était un beurre blanc, une sauce hollandaise. Enfin, on faisait toutes les bases. Et pour moi, c'est ça la cuisine. C'est de connaître déjà toutes les bases avant de se dire je veux créer des plats, pas brûler les étapes. Voilà. C'est souvent à ça que je reviens. J'ai 3 jeunes, 2 BP et un BTS dans ma cuisine. Je leur fais pas brûler les étapes, quoi. Parce que ça, c'est important. Si on n'a pas de base solide, on peut pas créer après. On bifurque. On peut pas. Pour moi, on peut pas brûler les étapes. Ouais. Tu parles justement des 3 jeunes là qui sont là. Il y a dans ce métier-là, et on va y revenir, il y a la transmission des anciens. Tu en parlais tout à l'heure. Est-ce que tu te souviens un peu de toi, tes débuts, encore une fois, et après on va avancer, mais du chef qui était là, comment tu vis la relation avec lui, comment cette transmission s'opère? Est-ce que tu le considères comme un mentor? Alors tu en as plusieurs par la suite, et on y reviendra, mais parce que je trouve ça intéressant aussi, parfois pour les personnes qui se cherchent, d'aller voir leur idéal, en tout cas les personnes qui le vénèrent, entre guillemets, je ne sais pas si c'est le meilleur terme, oui, c'est ça, oui. qu'ils idolent, enfin leurs idoles. Est-ce que toi, cette relation-là, tu l'avais déjà au tout début? Et après, je reviens parce que j'ai reçu quelques chefs sur ce podcast, il y avait Vivian Durand, Jean-Luc Rochat et Tanguy Lavial, entre autres. De se dire que c'est aussi des mentors qui sont là parfois pour dire bravo, là c'est génial ce que tu fais et t'as peut-être plus à être chez moi pour aller ailleurs pour continuer d'évoluer. Et je trouve ça très beau en fait, c'est vraiment le petit poussin qu'on fait grandir et qu'on aide à s'envoler, quoi. Est-ce que là aussi sur les premiers ou ceux d'après, tu aurais des choses à nous partager sur les personnes qui t'ont fait grandir en tant que chef? Ça c'est pour moi le bon sens. Ouais. Et justement, mon premier patron, Monsieur Dorn, là, au cerf où je tuais les truites, là, au mon gré. Tu essayais d'abord de les attraper, après tu les assommais. Quand j'avais fini mon CAP, je suis parti sur un bac pro en alternance. Et je voulais continuer chez lui. Parce que c'était aussi pratique, j'étais à côté. Puis je m'y sentais bien. Le sous-chef Sébastien était génial, le chef aussi, enfin toute la maison, quoi. Madame Ansal, Madame Dorn. Et il m'a dit non, je préfère pas que tu continues chez moi, il faut que tu ailles voir ailleurs, c'est important pour toi. Et donc du coup j'ai trouvé un autre chef, Hubert Metz à Rosheim, qui est un chef qui est toujours connu, mais qui faisait beaucoup d'émissions en France 3 en dialecte et qui était la star alsacienne. Donc j'ai réussi à rentrer chez lui en bac pro. Et quand j'ai dit ça à mon chef, mon maître d'apprentissage, 3 jours avant, il me dit mais finalement, si tu veux rester, je te garde quand même un bac pro. Alors je dis non, là c'est trop tard. Mais je pense qu'il avait finalement pas des remords, mais il s'est dit c'est quand même dommage, il va me manquer. Voilà, mais finalement, moi je suis resté droit dans mes baskets, je m'étais engagé et puis je suis parti chez mon chef d'après. Mais évidemment, comme tu disais tout à l'heure, justement, pour moi, j'ai toujours fonctionné comme ça. J'ai toujours formé quand j'étais chef ou quand j'étais chef de parti ou sur des échelons plus bas. J'ai toujours eu des gens à mes côtés, je les ai toujours soutenus. Après, quand j'ai pris mes places de chef, j'ai toujours appelé les poussins. J'en ai un poussin qui était mon commis au Bocuse d'Or en 2021, qui m'a rejoint après en BTS. Et lui, il voulait justement aller dans un cursus pas en alternance. Et puis il a réfléchi, je l'ai un peu fait mariner.
Puis, à un moment, il m'a appelé, il m'a dit ah, mais non, mais finalement, je veux quand même venir en alternance. Ouais. Donc, oui, après, Maxime, c'est pareil, il était avec moi pendant 8 ans. Bah, lui, il était commis au départ en Alsace avec moi et Mhm. je l'ai fait grandir jusqu'à sous-chef. Et après, je lui ai dit, mais là, il faut que tu partes. Mhm. Il peut plus. Enfin, Ouais. il faut aussi qu'il prenne son envol et voir autre chose. Et là, il est toujours là, je le recommande Mhm. et je lui trouve des autres postes, voilà, parce que c'est important d'épauler. Et on sait ce qui peut leur convenir aussi, par rapport à leur caractère, par rapport Mhm. à ce qu'ils recherchent, au moment aussi, à l'âge où ils sont. Qu'est-ce qui peut encore amener une dernière petite touche pour qu'après ils soient complètement autonomes. Ouais. Voilà, pour moi ça c'est important, c'est ce relais qu'on donne et cet accompagnement qu'il faut toujours préserver. Après j'en ai plein, je peux en citer plein. Il y a Inès, il y a Jade qui m'a rejoint en pâtisserie, ça fait Mhm. 9 ans qu'on se connaît. Voilà, tous ces gens-là, que ce soit Kevin, Alejandro, voilà. Et Très c'est belle des gens équipe. qui sont toujours proches, qui sont toujours dans ma sphère. On se voit pas tous les jours parce qu'on peut pas voir tout le monde tous les jours, mais on se voit très souvent dans l'année, on Mhm. s'écrit, voilà. Ça c'est Ouais. important parce que pour moi c'est cette richesse de notre métier. Hormis, on a la passion du métier, mais il y a cette passion des gens qui nous entourent et notre Mhm. environnement. On aimerait tellement tous les garder, mais ce serait égoïste. C'est ça. Voilà. Et c'est marrant, on y reviendra d'ailleurs, parce que souvent c'est le chef qui est mis en avant, donc il peut y avoir un côté Mm. égocentré sur une personne, alors que sans son équipe, Bah, bien sûr, on fait rien. il se passe pas grand-chose. Bien sûr, bien sûr. Si ils n'étaient pas là, Monsieur Bocuse disait toujours une phrase. De toute façon, la cuisine, comment est-ce qu'il disait? La cuisine, la cuisine que vous avez aujourd'hui, c'est la même que quand je suis pas là. Mhm. Et quand je suis là, bah, c'est toujours les mêmes qui le font. Ouais. En fait, ce qu'il voulait juste dire, c'est que de toute façon, que je sois là ou pas là, c'est de toute façon les cuisiniers qui le font, c'est pas moi. Mhm. Mhm. Parce que c'est Ouais. vrai que beaucoup de gens, je trouve que maintenant ça a évolué, mais c'est vrai qu'avant, il y a 20 ans, les gens quand ils venaient au restaurant, ils pensaient que c'était le chef qui faisait tout. Mhm. C'était lui qui dressait tout, qui faisait tout, qui cuisait tout. Maintenant, il y a quand même eu beaucoup de choses, que ce soit les émissions, Ouais. tout ce qu'on sait maintenant de notre métier, Mhm. où les portes ont été ouvertes aussi, hein. Avant, c'était un Complètement. peu... Oui. Il y avait beaucoup de secrets, hein, dans une cuisine, hein. On ne Ouais. savait pas trop ce qui se passait. On disait toujours que c'était des tyrans dans les cuisines. C'est pas vrai. Ouais. Enfin, reste un groupe d'humains Qui a besoin de fonctionner ensemble. et aujourd'hui, on n'est plus sur ce côté hiérarchique qu'il y avait avant. Mhm. Ouais. On n'est plus sur le côté famille. Mhm. Bien sûr, il y a toujours de la rigueur euh, et, et un peu de stress pendant le service, mais c'est du bon stress. C'est de Parce que l'adrénaline. finalement, ce qu'on veut juste faire, c'est faire plaisir aux autres Mhm. et se faire plaisir à soi. De Ouais. toute façon, si on ne fait déjà pas plaisir à soi au départ, on ne peut pas faire plaisir aux autres. Compliqué de faire plaisir aux autres. Voilà. Ouais. Mais dans ta cuisine, justement, il y a pas beaucoup de bruit. Ah, Enfin, j'aime pour pas le coup. ça. Ouais. Je suis allergique au bruit. Et je crois que Mais c'est. plus je prends l'âge, plus c'est pire. Ah ouais. Là, j'ai deux nouveaux stagiaires. Euh, et là, il y a un nouveau. Bah, je ne l'avais pas vu parce que lundi, je suis parti en Alsace, Mhm. dans la maison mère à la Villa René-Éric, parce qu'on fêtait les 8 ans Mhm. de la première maison que j'ai ouverte pour le groupe. Ouais. Et un nouveau stagiaire argentin qui est arrivé. Et aujourd'hui, il parlait super fort. Il a une voix assez grave. Et puis, je crois ce matin, j'ai dû dire 3 fois chut. Ah oui, je supporte pas. Puis tout le monde le sait. Hein, alors je ne vais pas parler trop fort, hein. Faire attention. Faire attention. Et alors, quand tu commences, quand tu as tes premières expériences, tu as parlé d'Hubert Metz tout à l'heure. Mm. Toi, est-ce que déjà tu te dis un jour je vais avoir mon propre resto, je vais être chef, j'ai envie d'être étoilé. Est-ce qu'on a déjà ces ambitions-là et ambition, il y a rien de Ouais. négatif là-dedans, hein. Pour moi, c'est très positif d'avoir de l'ambition, tant qu'on le fait proprement. Mais, Bien sûr. Déjà, quand je suis allé donc faire mon bac pro en alternance, je suis resté 2 ans plus 1 an et demi en employé. Mhm. Je pense que dans cette maison, on est 4 à avoir passé le cap des 3 ans. Ok. C'était très dur, il y avait beaucoup de travail. On avait les gibiers entiers par terre dans la chambre froide, on les dépeçait. J'étais pendant quasiment 1 an et demi avec un boucher à la retraite à faire de la charcuterie, du désossage. Enfin, c'était hyper formateur. On avait les poissons du Rhin qui venaient vivants, donc les sciures, les anguilles Ah ouais. de Martin Talgotte.
Donc c'était une entreprise, un restaurant très formateur. Où il faisait du vin, le papy il ramenait des légumes tous les jours. Un coup c'était des navets, un coup c'était des carottes. Tous les jours il y avait un autre légume qui arrivait. Donc c'était une maison très formateur et surtout il m'a piqué au concours. Parce qu'on avait fait ensemble, on avait fait les sélections du Bocuse d'Or. Ouais. Donc j'étais son commis. Il était en finale des meilleurs ouvriers de France. J'étais ses petites mains aussi pour l'aider, faire les pesées, faire les essais. Enfin, j'avais commencé à rentrer dans cet univers des concours. Et t'en es pas sorti, je crois. Non, je suis encore dedans. Et après, quand je suis parti chez lui, je voulais absolument faire une grande maison et toucher les 3 étoiles. Et je suis rentré chez Roger Verger, qui est meilleur ouvrier de France, 3 étoiles. Et après, j'ai continué mes ascensions de chef. On va pas tous les énumérer, mais en fait, c'est surtout que ça revient un peu au départ. C'est qu'il ne faut pas brûler les étapes. Et en fait, j'ai eu la chance d'y rencontrer. Mon papa, il m'a toujours dit, parce que quand je suis parti dans le sud, dans le sud-est, mes parents, ils n'étaient pas trop pour que je quitte la région. Ils avaient regardé les annonces, ils avaient trouvé un restaurant à côté, 2 villages à côté. Je me souviens, le pont de la Zorn, il faisait très bien un tarte flambée, une belle terrasse. C'était super, hein, au bord de la Zorn. C'est un petit ruisseau qui passe devant, un petit canal. Et moi, je dis non, je veux pas ça. J'ai envie de partir, changer de région, comprendre une autre gastronomie, d'autres produits, une autre façon de cuisiner. Et puis, ils ne comprenaient pas trop parce qu'ils ne sont pas du métier, donc ils avaient un peu du mal à le comprendre. Et pour venir ça, en fait, je voulais dire ça, c'est que mon papa, il m'a toujours dit, tu as toujours eu la chance, tu es toujours tombé au bon endroit, au bon moment. Et après, bon, il dit, mais c'est pas de la chance, en fait, c'est juste que tu provoques les choses. Et finalement, bah, ça t'a permis toujours de rebondir et d'accumuler ces expériences-là. Et peut-être, enfin, oui, c'est grâce à ça que j'en suis là aujourd'hui. Parce que j'ai rencontré les bonnes personnes, j'ai toujours gardé les liens. Et ça m'a permis toujours, quand j'étais dans le doute ou quand j'avais des questions, bah, j'avais mes piliers, enfin mes fondamentaux qui pouvaient me conseiller, me recommander sur les choix à prendre. Mais après, les choix, j'ai toujours fait des maisons par conviction. Je suis rarement, même jamais allé dans des endroits, à part quand j'ai rejoint la Villa Lalique. C'est le seul moment où j'ai pas choisi là où je voulais aller. Parce que voilà, j'étais chez Guy Lassauzet pendant 7 ans, qui est meilleur ouvrier de France 93. J'ai fait tous mes concours là-bas, 90%. Et quand j'ai quitté là-bas, c'était très dur parce qu'on était comme dans une famille. On a eu notre première fille là-bas, enfin voilà, avec mon épouse. Enfin, il y avait quelque chose d'une relation très proche. Et je dis parce que finalement, toutes les maisons que j'ai fait, j'ai toujours choisi. J'ai toujours fait tout pour y arriver, pour rentrer. Et là, on m'a cherché. Et on m'a appelé, et puis finalement, on m'a séduit. Mais on m'a séduit, mais surtout, ça nous a convaincus. Parce que ça nous a permis de franchir un cap. Et après ces 7 années chez M. Associé, c'était où on s'installait à notre compte. Donc ça revient à la question de départ. Est-ce que j'aspirais tout de suite à être chef ? Non. Moi, j'aspirais juste à vouloir faire ce que j'aime. Et c'est ma passion. Et puis, à chaque maison, bah, je voulais apprendre et être sérieux, être rigoureux. Et de là, bah, il y a toujours eu la confiance qui s'est installée. Et puis, bah, plus il y avait de confiance, plus on nous donnait de responsabilités. Des fois, bah, j'étais forcément très jeune. Ma première place de sous-chef, je l'ai eu à 25 ans dans un 2 étoiles. Mais c'est tôt. Oui, c'est tôt, mais comment tu l'expliques ? La chance, parce qu'en fait, quand il m'a embauché, il avait qu'une étoile. Okay. Et 2 mois après, il a la 2e étoile. C'était chez Guy Lassauzet. Pas mal. et Joseph Viola, meilleur ouvrier de France à Lyon, il me disait, c'était devenu notre cantine. Puis il m'a dit, mais ça va, il n'y a pas trop de pression. T'as quel âge ? Je dis, j'allais avoir 26 ans. Il me dit, c'est super tôt. Et finalement, non, le chef m'a fait confiance. Et je suis resté là-bas 7 ans. Et on les a préservés. Et on les a assis, quoi. Ouais. Donc, oui, c'était tôt. Mais j'ai toujours me suis toujours beaucoup investi dans mon métier. Sur la Côte d'Azur, des fois, j'avais 3 jobs en même temps. Je ne prenais pas de week-end. J'avais travaillé chez Marc, qui était un ancien de Alain Sandorins, qui faisait de la cuisine juive. J'allais chez lui l'après-midi faire de la mise en place.
le mardi, mercredi, pendant mon repos, j'allais faire de la mise en place dans un traiteur mariage au Mont-Boron, au-dessus de Nice. Ouais. J'allais au Martinez donner un coup de main parce que j'avais des contacts là-bas. Enfin voilà, j'avais toujours. Et pourquoi alors? Mais parce que c'était la curiosité, découvrir et de toujours vouloir apprendre plus. Donc c'était pas l'argent en plus parce que. Non, en plus, dès que j'ai gagné de l'argent, je sortais, je me faisais plaisir. Je suis pas matérialiste, mais par contre, je me faisais plaisir. Je sortais, j'invitais les copains, je leur payais un verre à boire. Voilà, le côté toujours convivial et ensemble. Convivial, le partage. Ouais. Donc, c'était pas l'argent, c'était la passion. C'était toujours découvrir autre chose. Même avant de partir à Côte d'Azur, j'avais même fait l'intérim au Méridien. J'avais jamais parlé de ça. Ok. Et j'avais fait 3 semaines, je crois. Mais on était au moins 2. C'était horrible. Ah ouais. Je me disais, mais comment ils font? On était au sous-sol, pas de fenêtre, rien. Oh là là. On bossait, on faisait des mises en place banquées, on avait tout un listing. Mais c'était marrant parce que je connaissais pas ce milieu. Ouais. Et ça m'avait permis de voir un autre organisme. Et puis surtout, ça m'a conforté que ça, je ne ferais jamais. C'est bien de savoir ce qu'on n'a pas envie de faire. Oui, faire. parce que c'était pas mon point de vue. Et puis, mais après, ceux qui y bossaient, ils étaient contents parce que voilà, ils faisaient leurs heures, ils faisaient 6h30, ils étaient à la pointeuse, ils avaient fini, ils avaient profité après de leur temps annexe. Mais voilà, moi, dès que je sortais de tous les postes où j'étais, j'arrivais toujours à trouver autre chose à faire qui touchait à la cuisine ou à mon métier ou le service. Des fois, je faisais des extras en salle, au bar. Moi, j'ai un peu touché à tout, mais toujours la cuisine, hein, mais à côté, dès que j'avais du temps de libre, je faisais autre chose. Ok. Trop bien. Je vais rapidement passer sur les années, parce que donc, tu as travaillé avec Joël Robuchon aussi, avec Thierry Marx, avec Jean-Luc Rochat, donc j'avais reçu sur ce podcast il n'y a pas très longtemps. Et est-ce que c'est au moment où, donc tu l'as dit, c'est en 2017 que tu arrives dans la maison Lalique, on va dire ça, l'univers Lalique. 2015. Ah pardon, excuse-moi. C'est ici, pardon, pour les cuisines du restaurant, effectivement. Est-ce que ta pâte à toi, tu pouvais déjà la mettre en œuvre avant dans le restaurant dans lequel tu étais? Bien sûr. C'est au moment. Tu pouvais déjà? Ah oui, mais en fait, on était 2 chefs. Ok. Quand Jean-Georges Klein m'avait appelé, m'avait proposé le poste en Alsace, c'était chef exécutif. Et le but, c'était qu'on cuisine. On était 2 chefs à signer la carte. Donc, on avait fait ça pendant 2 ans. Et donc, c'était marrant parce que lui, il avait une cuisine plutôt même très moderne. Alors qu'il avait 68 ans. Okay. Et moi j'avais 33 et j'étais justement très classique par mon cursus forcément entre M. Verger, M. Robuchon, à part Thierry Marx dans mon cursus. Après Guy Lassauzet, c'était pareil, c'était quand même style classique, mais très cuisiné. Les vraies sauces, les vrais fonds, tout ce que je fais encore aujourd'hui. J'ai une grande part d'importance pour les sauces. Mais en étant plus sur l'esthétique. Mais pour revenir juste à la question, bien évidemment, parce qu'on faisait ça en symbiose. Et justement, moi, j'avais ce côté technique où moi, j'ai toujours été très passionné. Justement, le fait de toujours vouloir toucher à tout me permettait toujours d'avoir une vision sur la technique, sur le visuel, sur la forme. Je suis très passionné par l'art, par tout ça. Donc finalement, en étant arrivé chez Lalique, quoi de plus beau finalement, parce que quand j'habitais là-bas, on avait juste acheté une maison avec mon épouse quand on est arrivé là-bas. J'étais très souvent, même quasiment tous les week-ends à la manufacture. Je m'intéressais à leur savoir-faire. Il y a 60 corps de métiers différents. Donc du coup, il y a Cire Perdue. C'est là où j'ai appris à faire des moules en silicone. Donc je les ai transformés en silicone alimentaire pour faire des moules. Donc justement, l'axe que j'avais pris en Alsace, c'était de travailler avec tous les co-branding que Lalique faisait avec les artistes. Donc c'est-à-dire que Damien Hirst, par exemple, il a des œuvres sur les papillons. Et d'ailleurs, mes papillons reviennent très souvent dans ma cuisine. Je confirme. J'adore le papillon, et puis il a plusieurs vies et je trouve ça extraordinaire. Une forme différente. Et voilà. Et puis il a une vie tellement courte. C'est très éphémère et très beau. Plein de papillons, trop c'est beau, magnifique. très éphémère. Mais finalement, c'est comme la cuisine. Ouais. Donc voilà, j'ai ce côté-là.
j'apprécie beaucoup. Non, pour revenir au côté artistique, donc voilà, je retransformais le papillon en foie gras, en chocolat, les menhirs de Harry Lévy, voilà, donc tout ça, et puis surtout beaucoup reprendre les formes de la Ligue, de René Lalique, de ce qu'il avait pu faire, que ce soit les bijoux, parce que vous savez, dans la Ligue, c'est les 3 F, la femme, la faune et la flore. Donc tout ça, il était très inspiré tout le temps, c'était ses inspirations. Et c'est finalement ce que j'ai repris. Mais pas trop en Alsace, c'était vraiment les artistes, le côté manufacture, ce qui était déjà existant, ce qui n'existait plus. Et quand je suis arrivé ici à Sauternes, il fallait que je trouve autre chose, parce que je voulais pas refaire un copier-coller. Surtout pas, j'aime pas ça. Et surtout, on est dans un autre terroir. On est dans un vignoble, on est entouré de vignes. Parce que tu arrives dans un défi complètement différent pour le coup. Parce que là, on part de zéro. On part de zéro. Parce qu'il n'y a pas de restaurant. Il n'y avait jamais eu d'hôtel, jamais eu de restaurant. Ouais. On est dans le Sauternes, parce qu'on a une région quand même large, mais on est dans le Sauternes, il n'y avait pas grand-chose pour le coup. Rien. Rien. Les portes, elles étaient fermées, les gens venaient visiter. Tout était toujours fermé. Ouais. Donc finalement, on est arrivé avec... T'as une page blanche. Page blanche, mais avec une très grosse histoire. 400 ans, le château. Premier cru classé, voisin du château d'Yquem. Donc déjà, on a cette chance-là, c'est qu'on a un nom qui porte dans le monde entier. Et une très grosse propriété avec un vrai passé, une vraie identité sur le cru qu'ils font. Ouais. Et donc j'arrive ici, et Yannick Laporte, le chef de culture, deuxième génération, donc c'est-à-dire 70 ans, ils connaissent tous les terroirs de la forêt Hyperaguet. On fermait tous les soirs les volets parce que tout était en chantier, les travaux. Bien sûr, j'étais toujours consulté pour tout. Et évidemment, là, tout ce qui est partie cuisine, restaurant, évidemment, mais surtout sur tout l'ensemble. Et c'était un vrai challenge de nouveau. C'était la 3e ouverture pour moi. Et donc, pour revenir sur la cuisine, pour moi, il était important de trouver une vraie... de vraiment m'inspirer, de faire comme si j'ai toujours été ici. Et Yannick Laporte et le maître de chez m'a beaucoup apporté là-dessus. J'ai fait mes premières vendanges en 2017 et j'avais peur en venant ici, c'était le côté sucré. Parce que moi, j'aime pas la cuisine sucrée-salée. Et même si j'aime beaucoup le Gewürztraminer. Quand même. Mais voilà, le Sauternes. Mais le Sauternes, finalement, je l'ai apprivoisé. Ou lui, il m'a apprivoisé. Mais il y a une complexité qui est complètement différente au Gewürztraminer. On est vraiment sur des notes d'agrumes, de fraîcheur, d'acidité. Enfin voilà, et en plus j'ai une chance, c'est qu'il y a 4 dégustateurs amis de Sivudens, du propriétaire, qui a dégusté plus de 80 millésimes. Et ceux-là, je les ai répertoriés. On a des tableaux dans tout l'hôtel qui répertorient toutes ces notes, toutes ces saveurs qu'on retrouve dans le millésime, dans chaque millésime. Et c'est un peu ma planche de travail, sur toujours un plat du menu, où je retrace finalement les goûts qu'on retrouve dans le millésime, mais sans avoir le verre de Sauternes. Et voilà, et après, j'ai réussi à articuler ma cuisine sur chaque plat, avec toujours cette, comme René Lalique, la faune et la flore. Voilà, donc il y a les feuilles de vigne, il y a le sarment de vigne, il y a le pied de vigne, il y a les cailloux de calcaire qui sont retrouvés sur les manches des couteaux. Voilà, et dans les plats, il y a à chaque fois une thématique en fonction du vignoble. Et justement, par rapport à ça, on m'appelle le cuisinier des vignes. Parce que justement, voilà, je suis toujours à la recherche de tout cet univers qu'on a autour de nous. Mais ça va jusqu'au chai. Je récupère le mou de raisin pour faire mon gros sel. En fait, je mélange mon gros sel avec ma deuxième presse du mou de raisin, je récupère, je le stabilise. Parce que justement, je parle de stabiliser, gros sel, fermentation. Justement, je stabilise la fermentation avec ce gros sel et après, je le mets à moins 20 pour pouvoir le stabiliser. Ouais. Et ça me permet de faire ma salaison de poisson, qui est mon merlu de Saint-Jean-de-Luz, confit à l'huile de pépins de raisin. Et je parle de ça parce que je disais tout au début que mon frère était dans la biochimie moléculaire. Non, je ne l'ai même pas dit. Mais t'as parlé. Non, j'en avais pas parlé. Ouais. Et en fait, ça m'a toujours suivi parce que mon frère il a 8 ans d'écart. Et nos sujets de conversation étaient très souvent orientés là-dessus une fois que je suis rentré dans la cuisine. Et m'a apporté beaucoup. Et justement, à l'époque, quand j'étais sur Nice, j'ai voulu faire un DU de cuisine, donc un diplôme universitaire de cuisine pour justement me perfectionner là-dedans. Et j'ai dû faire un BTS en validation d'acquis. Ça m'a pris 1 an et demi, j'ai dû réviser. Je l'ai eu. Mais au final, quand j'ai voulu faire le DU de cuisine,
Bah, j'avais plus le temps, bah, j'étais à droite, à gauche, comme je disais tout à l'heure. Ouais. Et finalement, bah, ma meilleure opportunité, enfin, l'idée que j'ai eue, c'était d'aller chez Thierry Marx. Mm. C'est pour ça qu'après, je suis arrivé, j'ai rencontré Jean-Luc Rochat. Ouais. Et ça m'a permis de comprendre toute cette partie chimie, réaction. Et Jean-Luc, il est trop fort là-dessus. Il m'a énormément appris. Et, mais pas que ça, hein, bien sûr. Mm. Parce que lui aussi, il a un parcours assez classique avec la Effectivement. pyramide à Vienne Ouais. et, et, et et les autres maisons qu'il a pu faire. Mais finalement, je recherche toujours ça. Aujourd'hui, dans ma cuisine, mais sans que ça se voit pour le client. Je veux toujours arriver à pousser les choses au plus loin dans les techniques, mais il faut pas que ça se voit parce qu'après ça devient trop cérébral Mm. et les gens ils comprennent plus rien. Et moi le but c'est toujours d'avoir le produit principal vraiment mis en valeur, le bon choix du produit, Ouais. la très bonne qualité, la plus grosse fraîcheur possible, Mm. et après de l'allier avec ces saveurs qu'on peut amener, que ce soit par le pépin de raisin, la vigne, Ouais. le sarment, les goûts qu'on peut retrouver dans un millésime. Voilà, et il y a toujours jamais plus que 3 saveurs qui s'y retrouvent parce que Mm. après on comprend plus rien. Mais par contre, moi dans les textures, c'est toujours important, c'est de retrouver du croustillant. Mm. Parce que le croustillant, ça nous permet de mâcher. Et qui dit mâcher, bah, on arrive à déceler les saveurs. Ouais. Ouais. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai toujours besoin. Et l'acidité. Voilà, Ouais. parce que Bien ça, présente. pour moi, la cuisine, ça doit être comme un rythme cardiaque. Vous savez, il y a toujours les pics. À un moment Ouais. donné, ça redescend, ça Ouais. remonte, ça reste On reste en droit. vie. Voilà. Ouais. Donc voilà, pour moi, c'est ça la cuisine. C'est là où je prends du plaisir. C'est en étant dans cette philosophie-là. Mhm. Et je trouve qu'aujourd'hui, dans ce terroir de Sauternes, j'arrive vraiment à avoir cette bonne symbiose Mm. entre moi-même et ma cuisine et l'environnement. Ouais. J'avais une question justement parce que tu parlais de préparation, d'imagination de plats ou de techniques. On est dans l'excellence. Enfin, 2 étoiles, meilleure ouvrier de France. On est dans l'excellence. Est-ce qu'il y a des... Enfin, c'est le cas parce qu'on a ça dans l'assiette, mais combien de temps tu testes et jusqu'où tu dis, là, c'est bon? Parce qu'on pourrait se dire c'est entre guillemets sans fin, j'exagère, pour trouver le goût, les saveurs qui vont ensemble, les mélanges, même comment tu imagines certaines saveurs qui vont aller ensemble. Tu testes, comment ça se passe concrètement en fait? Parce que nous on a le plat qui est prêt, mais bon, sauf ça t'est peut-être arrivé dans la nuit, t'as peut-être le carnet à côté sur ta table de chevet, t'as les idées qui arrivent. Mais comment ça se passe pour créer tout ça en fait? C'est la passion, ça revient toujours à la même chose. Hein. Ouais. C'est la passion et puis aussi, il y a une chose, hein, je ne suis pas un chef qui vient un matin, j'ai tapé la veille ma fiche technique sur l'ordinateur, je la pose en cuisine et je la donne à mes sous-chefs et à mon chef adjoint. C'est un Justement, travail tu d'équipe. testes, tu vas retester avec Non, c'est un l'équipe travail aussi, d'équipe au départ. Ok. En fait, nous, quand on travaille la carte, les menus, on est fermé le mardi, mercredi. Le mardi matin, on vient à 10h30, 10h. Je leur dis de ne pas manger le matin. Ok. Et en fait, on a trop faim. Ouais. Et au bout d'un moment, toutes les idées elles viennent, mais de tout le monde en fait, que ce soit Yes. Marina, ma sous-chef, Ouais. qui est d'origine russe, qui est ma sous-chef. Il y a Nao, qui est mon chef adjoint, qui est japonais. Il y a Logan, mon chef sommelier. Mhm. Il y a Julien, mon directeur de salle. Mon épouse, elle est en off. Elle n'est pas là le jour à table. Et c'est plutôt après quand on goûte et puis quand j'écris les appellations. Parce que la rédaction, ça, je m'en occupe. Après, même si elle n'a pas une trop grande, mais c'est là où je commence à lui poser mais t'es sûr, t'as mis un peu de ça Ok. Elle vient sur la finition. Ouais, mon c'est ça, épouse, c'est la elle dernière arrondit touche. tout. La touche de twist. C'est le twist de ma vie, d'ailleurs. Bon. Mais voilà, donc, en fait, c'est vraiment un travail d'équipe. Donc, oui, mes idées, elles viennent... Bien sûr, à la fin, j'ai ma propre conviction. Ils peuvent me donner des idées. Mais après, je dis, bah non, ça me plaît pas trop. Il y a des choses où je pourrais pas aller parce que ça me correspond pas. Mais en fait, moi, je suis pour la participation de tout le monde. Même après, une fois qu'on a fait nos discussions, après, on commence les essais en cuisine. Et Tanguy, mon chef de partie, au garde-manger, on lui explique et tout. Et puis, on regarde aussi un peu le faciès parce qu'on est tous pareils. Hein, on a des expressions du visage.
Et puis moi, je l'interpelle, je dis, mais j'en ai une anecdote, un Christo, on avait mis quelque chose, je sais plus ce que c'était. Et il avait froncé un peu les sourcils. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, c'est un peu bizarre. Mais si, ouais, moi j'aurais plutôt vu ça. Je dis, ah bah oui, pourquoi pas. Bah écoute, fais ce qu'on a écrit, et puis fais ton côté. Et finalement, ce qu'il avait fait, bah, c'était meilleur. Ouais. Mais tant mieux, au final. Complètement, ouais. Parce que, voilà, moi, je suis comme ça après. Peut-être que je me trompe, mais en tout cas, moi, je suis bien comme ça, où tout le monde peut aussi amener sa touche. À partir du moment où c'est très bon, et en plus, ça plaît auprès aux clients, bah, tant mieux. Hein. Ouais, complètement. Moi, je pars de ce principe-là, on peut pas tout savoir. Évidemment, ils sont forcément inspirés par nos discussions, de nos échanges. Ils savent sur quel terrain ils vont me séduire. Donc, justement, c'est ça aussi ce qui est bien. Par exemple, je prends l'exemple, ma chef pâtissière. Elle va toujours faire goûter ses premiers essais au sommelier ou à mon directeur de salle ou à mon épouse. Ok. Parce qu'avant de me le présenter. Génial. Comme ça, elle sait. Ah ben non, mais finalement, non, mais ça va pas aller. Laisse tomber. Tu présentes pas ça au chef. Il va te le retoquer. Ok. Pas mal, c'est bien. Donc, même Maxime, qui était avec moi pendant 7 ans et demi, 8 ans, on va dire 8 ans. Et il faisait pareil. Il faisait d'abord goûter à Julien ou à Jennifer. Presque avant de me le faire goûter. Parce que au moins, il sait que. Voilà. Il évite de passer en touche directe. Mais ça, moi, je trouve ça génial parce que, en fait, c'est aussi des choses que j'aurais bien voulu qu'on fasse, mais qu'on aurait voulu qu'on fasse avec moi et qui n'a pas été fait parce que aussi, c'était pas la même génération. Voilà. Après, il faut aussi resituer dans le contexte. Complètement. Les chefs ne pensaient pas comme ça avant. Mais Thierry Marx était comme ça. C'est un peu l'exemple que j'ai pris. J'aimerais même aller plus loin, comme lui l'avait fait à l'époque. Chaque responsable de poste devait sortir un plat toutes les semaines. Ça, c'était génial, mais on avait... pas dire qu'on avait plus de temps, mais c'était pas pareil. On était quand même très nombreux. On arrivait à se dégager du temps. Mais ça, c'était chouette. Hein. Ah bah ouais, j'imagine. Parce qu'on avait... toutes les semaines, on était toujours en émulation. On avait toujours une création à faire. La possibilité de proposer quelque chose, c'est génial. Et on faisait, vous savez... je sais pas si tu te souviens, mais c'était à Bages. On avait le café Lavinal et au-dessus, il y avait une cuisine test. Et c'est là où on proposait à des clients, 4 clients, ils avaient une fiche et puis ils notaient les plats. Ils mettaient leurs commentaires. Ouais. Et si le plat il remportait vraiment l'unanimité ou c'était vraiment génial, bah, il était validé après au gastro. Génial, c'est chouette. Ouais, c'était pas sympa, mal. Ouais. C'était pas Trop mal. bien. Tu as remporté le challenge du président de la République en 2017. Tu as été nominé grade de chevalier du mérite agricole. Tu as remporté cette année le Go Emilio d'or. Tu as été doublement étoilé en 2022 et tu as été également meilleur ouvrier de France en 2022. Félicitations. Déjà. Merci. Ça te fait quoi d'avoir tout ça? Je vais pas dire que... Je suis très content, mais je me satisfais jamais de ce que j'ai. Parce que c'est une fierté, évidemment, parce que ça serait égoïste ou déplacé de dire bah non, mais je veux encore plus. Par rapport aux autres qui, des fois, bah, ils n'arrivent pas à l'avoir, ou ils travaillent énormément pour y arriver et finalement, ça ne vient pas. Donc j'ai beaucoup de respect par rapport à ça, mais en fait c'est plus, on va dire, presque personnel et d'éducation. C'est que je me gratte un peu la gorge parce que c'est un peu dur à dire. J'ai une éducation, comme je disais au début, assez stricte, même rigide, et ma maman, malgré que je faisais des fois des choses très bien, il n'y avait pas forcément un c'est bien. En fait, pourquoi? Parce que en fait, c'est normal. C'est très dur ce que je dis, hein, mais quand j'en parle, ça me met beaucoup d'émotion parce que j'en ai aussi un peu souffert. Parce que finalement, quand on avait beau faire d'avoir des très bonnes notes, il fallait des fois lui tirer. Je lui disais, mais c'est bien, non, maman, c'est bien. Oui, c'est bien, mais bon, voilà. Donc, mais après, tu sais, finalement, ça m'a aussi forgé un caractère.
et de toujours de jamais rien lâcher, parce que des fois il y a des entreprises où c'était très dur, ou si j'avais pas eu cette force de caractère, j'aurais peut-être laissé tomber, j'aurais peut-être même changé de métier parce que c'était trop dur. J'en avais d'ailleurs des fois Et des moments pleuré. moments où tu te dis j'arrête. Des fois, en bac pro chez Ubermet, au bout d'un an, c'était très dur. Le rythme était soutenu et à un moment donné, j'avais lâché. Et mes parents, ils étaient là, ils m'ont ramené le réconfort, le soutien et m'ont permis de continuer. Et d'ailleurs, le chef, il avait dit au début, quand j'avais commencé là-bas en bac pro, il avait dit à mes parents, vous savez, si ça va pas, je vous le dirai tout de suite. Hein. Je passerai pas par quatre chemins. Et mes parents, ils avaient dit, enfin, mon père, lui avait dit, oui, bah, c'est ce qu'on veut, il faut le dire quand ça va pas. Et c'était très dur. Mais j'avais pas lâché. Mais pour revenir à ça, c'est que, évidemment, ma maman est très fière maintenant de tout ça, évidemment. Mais en fait, cette force de caractère que j'ai me donne toujours plus d'énergie encore, malgré tout ce que j'ai pu avoir. Évidemment, j'ai beaucoup de chance d'avoir eu tout ça, cette deuxième étoile, le meilleur voilier de France, les mérites agricoles, tout ça, c'est génial d'avoir tout ça. En plus, c'est allé très vite aussi. 2022 a été une grosse année. Ouais, une grosse année 2022. Et puis même l'ouverture, on a ouvert en 2018, on a eu le Covid 1 an et demi. On a quand même continué. C'était très dur de garder cet environnement serein avec les équipes parce que voilà, on connaît tous comment le Covid a été assez raide pour tout le monde, pour les états d'esprit. Mais pour les personnes qui reçoivent du public. Voilà. Mais comme je disais au début, moi je suis un challenger, je suis toujours quelqu'un qui a besoin d'objectifs et je suis content parce que je suis dans un groupe très dynamique, ça fait 8 ans que j'y suis. Il y a toujours des challenges, il y a toujours cette dynamique, il y a toujours cette recherche. La Ligue, ils ont toujours 1 an d'avance sur les créations. Je suis jaloux parce que j'ai pas un an d'avance de création sur mes plats. Des fois, je me dis, ouais, il faut changer le plat. Julien me dit, ouais, il faudrait peut-être changer ce plat. Hein. Ça fait un moment. Je dis, oui, d'accord, mais bon, l'idée, elle vient pas aussi vite que ça. Quoi. Des doigts, c'est trop et puis moi, en plus, comme je suis quelqu'un de assez rigoureux et j'aime bien quand les choses sortent, soient bien parfaites, enfin qu'on soit plus proche de la perfection. Donc voilà, évidemment, c'est génial tout ça. Qui l'aurait cru, Goemio d'or, en général, il faut avoir 50 ans pour l'avoir. Donc ça va, j'ai 41 ans, j'ai même un peu d'avance. Mais c'est super, beaucoup, ça veut dire qu'on est dans le bon chemin. Ouais. Ça veut dire que les gens qui nous jugent, qui nous analysent, estiment que ce qu'on fait, notre travail avec les équipes, hein, toujours, il n'y a pas que moi. Hein. Ouais, tu vois bien dans mon façon de fonctionner dans les cartes. Je donne beaucoup confiance aux gens qui sont à mes côtés. Donc ça veut dire qu'on est dans le droit chemin de l'excellence, évidemment. Sylvenez nous a donné un outil de travail incroyable. On se doit d'être toujours au top et de faire le mieux possible tous les jours, parce que tous les jours, c'est une nouvelle journée, un nouveau challenge. Chaque soir, il faut se remettre en question. Même si ça dure que des fois 10 secondes, mais il faut se remettre en question parce qu'il n'y a rien acquis. Ouais. Donc voilà, oui, il y a le titre meilleur voilier de France. Évidemment, quelle chance, parce que... il est beau, ce quel honneur. Blanc rouge. Oui, parce que je me suis battu. Hein. Enfin, c'était... Tu as été finaliste du concours en 2015. En 2015, et c'était très dur. Tu es reparti 7 ans plus tard, quand même, c'est... Oui. Être meuf, c'est pas rien, quoi. Non, et quand j'ai entendu mon nom, j'ai regardé le ciel, je me suis dit que je suis enfin arrivé, quoi. Ouais. J'avais les bras qui sont délis, bah ouais, normal. Je me suis dit, et puis beaucoup d'émotions, parce que mon épouse m'a toujours soutenu. C'est un engagement familial, mes enfants. Enfin, j'ai les larmes parce que je suis tellement content d'avoir une famille à mes côtés pour me soutenir là-dessus. Mais voilà, c'est une chance. C'est une chance qu'on a provoquée, encore une fois. C'est comme toute ma carrière. Et même les jeunes, tout ce qu'ils doivent entreprendre, il faut y aller, il faut monter dans le train. Je l'ai encore dit lundi au dîner 4 mains. Romain Iltis, le chef sommier, disait félicitations à Jérôme, il a eu le titre. Et je disais, bah oui, c'est génial, mais j'ai toujours eu cette opportunité. Et quand j'ai des opportunités, je monte dans le train. Il faut que je monte dans le wagon et il faut y aller. Et il faut y aller à fond. Ouais. Et évidemment, c'est jamais facile. Il y a toujours des problèmes, comme dans un couple, on a toujours des problèmes. Mais il y a toujours des joies. Mais il faut faire face à ça. Il ne faut pas toujours dire, bah non, mais c'est trop dur, bah, je passe à autre chose. Non.
Tu montes dans le train avec l'instinct ou tu réfléchis avant de monter dans le train ou tu y vas parce que tu le sens, tu te dis go? Non, je réfléchis quand même. Ouais. Je suis quand même assez. Quand même, ça pourrait te dire je le sens, j'y vais et on voit après quoi. Non, Ok. je réfléchis, que je pose quand même les choses, mais il faut que tout le monde vienne avec. C'est-à-dire que ce soit mon épouse, je ne vais jamais faire quelque chose dans l'autre sens, quoi. Mhm. Mhm. Mais pour revenir sur mes Ouvriers de France, aussi, oui, j'y suis retourné 7 ans après. Mais je suis convaincu que cette année 2022, j'ai été tellement bien entouré avec mes équipes qui m'ont permis de me dégager du temps. Cette deuxième étoile aussi, elle a porté un réconfort. Parce qu'on a commencé très fort, on a eu une étoile tout de suite au bout de 6 mois. On a fait une belle année derrière. Après, on a eu le Covid. Mhm. Et, euh, et, mon é- et, et cette année 2022, on a eu cette deuxième étoile. Ça veut dire que ouais, je reviens à la même chose. Mhm. Les gens qui nous ont jugés, ils croient en nous par rapport à nos valeurs, nos convictions, notre cuisine, notre démarche. Mhm. Et Maxime, il était aussi à mes côtés pour le meilleur Ouvrier de France. Malgré cette année de dingue qu'on a eue, j'étais déjà inscrit parce qu'il y a eu un retard à cause du Covid. Normalement, Ouais. on devait le passer avant. Et finalement, on a vécu à l'hôtel à Bordeaux. Mhm. Puis je m'étais trompé, le premier hôtel, ça allait pas du tout. Je dis Maxime, il y avait Jade aussi qui était là. Et l'école Ferrandi, je ne le remercierai jamais assez. Ils m'ont prêté les locaux pour que je puisse m'entraîner. Enfin, il y avait tout qui était aligné. Évidemment, il y a l'expérience, il y a tout le recul. Mhm. Et Jean-Luc qui était là, il Mhm. passait presque tous les soirs à me porter mais il a été très juste dans tout parce que et c'est ce que j'ai toujours dit aussi finalement. Enfin, après, les chiens font pas des chats. Mais il m'a toujours dit, de toute façon, moi je te dirai pas ce qu'il faut faire. Parce que, et c'est ce que je disais toujours aussi à mes poulains, ça a toujours été mon état d'esprit, mais il faut que tu sois fier. Si tu réussis, il faut que tu sois fier, tu puisses te regarder dans le miroir. C'est grâce à ton travail et à ce que tu as fait Mhm. que tu as réussi. Mhm. Et c'est ça, cette fierté, mais l'accompagnement a été hors norme et, et c'est surtout cette valeur du travail. Mhm. Ça revient à ce que je disais tout à l'heure. La médaille, pour moi, elle a une signification. Oui, le col bleu, blanc, rouge, on le porte sur nous, mais je le vois même pas en plus. Oui, c'est La vrai. dernière fois, je disais C'est ce à que je mon me suis épouse, dit. elle me dit, mais tu te rends compte, toutes ces années où tu me dis, oui, il faut que tu vas avoir le meilleur. Oui, oui, et puis au final, Pour tu ne le vois pas le même voir. pas. Oui, parce que même en message, je vais pas le voir. Ça ferait mal au cou. Au bout d'un moment, ça serait Ah, mais c'est compliqué. impossible. Hein. C'est impossible. Dans un miroir, Je c'est confirme. tout. Ouais. Mais la médaille du travail, celle-là, pour moi, elle est mythique. Et il y avait deux meilleurs Ouvriers de France qui sont venus me rejoindre, les 2 derniers blancs que j'ai fait avant la finale. Mhm. Jacques-Louis Henriot, qui est meilleur Ouvrier de France traiteur charcutier, et Mendy Nassardine, qui est meilleur Ouvrier de France pâtissier. Ces 2 personnes, ils ont 71 ans, Jacques-Louis Henriot, et Mendy, il a 62 ou 63. Mendy est venu de Lyon en avion. Les 2 derniers jours, les 2 sont arrivés. Et le Breton, il est arrivé en voiture. Il a fait 600 km, 71 ans. Il est venu. Et Mendy, il est venu avec sa médaille. Je reviens sur la médaille parce que Mendy est venu avec la médaille. Et le dernier blanc, et il la sort, sa sacoche, là. Il sort la médaille, il la pose sur la table. Et il dit, tu vois, ça, c'est la valeur du travail. Maintenant, tu la prends dans tes mains. Et il me dit, je prends pas ça dans les mains. Et il m'a fait pleurer parce que. Et lui, il avait les larmes aux yeux. Il a dit, si, tu la prends parce que ça va te donner du courage et tu y penseras le jour de la finale. Et je l'ai fait. Et le jour de la finale, j'ai repensé à un moment donné, pendant l'examen. Au bout de 2 heures où c'était très dur parce que l'examen est très dur, c'est très long. Et c'est surtout les derniers temps qui sont durs. Et j'ai repensé à ce moment-là. Et il m'a dit, tu penseras et tu verras, ça te reboostera. Et j'ai pensé, et en fait, il a trop eu raison encore. C'est toujours pareil, ces anciens, ils ont toujours raison. C'est frustrant, ça. Écoutez les anciens. Et, Merde. et finalement, il m'a donné le boost et il m'a dit surtout, tu sais, tu n'as rien à prouver à personne. Mhm. Et c'est vrai, il a raison. Enfin, il a raison, mais moi, je pourrais jamais dire ça parce que
En fait, c'est des conseils qu'on donne aux autres, mais qu'on ne pourrait pas dire de soi-même, parce que ça veut dire qu'on est plus fort que les autres. Enfin, ça n'existe pas. Enfin, oui, si, ça existe. Il y en a qui Qui le font. ça les dérange pas de le dire. Mais, Ouais. mais moi, c'est impossible que ça puisse sortir de ma bouche. Mais il disait, tu n'as rien à prouver à personne. Tu as fait tes preuves, tu as fait les maisons qu'il fallait, ou tu as fait des concours, tu as déjà été en finale, tu sais travailler, ton restaurant, il fonctionne, tu as des habitués, tu as ton soutien, tu as ta famille, tes amis. Et elle dit, mais pense juste que c'est une épreuve que tu dois passer, que tu dois faire ça comme tu sais faire. Et si tu fais comme tu sais faire, ça marchera très bien. Et c'est passé. Et ça, c'est extraordinaire. Mais c'est, encore, je reviens, c'est pas une fin en soi. C'est une grande fierté d'y arriver. Évidemment, c'est quelque chose que j'ai rêvé, j'ai atteint. Mais il faut continuer de se faire plaisir. Et j'espère un jour arriver avec mes équipes à cette 3e étoile qui nous manque sur notre devanture du restaurant. J'ai un mur dans la cuisine. Ouais. C'est un poteau qui m'a dérangé pendant les travaux. Tu peux même pas t'en rendre compte parce que j'ai tourné la cuisine dans tous les sens. Et je la voulais dans l'autre sens absolument, mais ce poteau-là, je pouvais pas. Je pouvais pas faire parce que sinon on perdait une chambre au-dessus. C'est ça qui tire la chambre. Donc Oui, c'est dommage. Et ce poteau-là, il a la largeur pile poil des 3 plaques du Michelin. Donc j'ai déjà mis une plaque de 1 étoile, j'ai déjà mis la plaque de la 2e étoile. Et il reste pile la place. Pile, mais à 1 cm. Ah, énorme. Il y a pile le bon format. Okay. Et peut-être que c'est le destin, peut-être c'est un message. On verra. Mais en tout cas, on travaille pour. On a une superbe équipe avec Julien et mon épouse pour porter nos convictions et notre savoir-faire. Ouais. Voilà. J'aimerais te parler de l'association. Oui. L'association Les Amis du Chef Jérôme. Est-ce que tu peux nous en parler? Pourquoi tu as voulu créer ça? Parce que, souvent ou pas d'ailleurs, les chefs s'engagent aussi à côté pour utiliser leur notoriété, leur savoir-faire, que sais-je, pour être utile. Tu as voulu l'être aussi, pourquoi? Cette association, elle m'est venue parce que j'ai 2 filles, Malou et Angie. Que j'aime comme tout parent, comme tout papa, forcément. Mais on se rend souvent pas compte de la chance qu'on a. Et en fait, nous, on a eu beaucoup de chance, c'est qu'elles sont en bonne santé. Et autour de moi, j'ai rencontré des personnes qui ont eu des enfants qui sont tombés malades. Et ça m'a fait beaucoup de mal. Et je me suis dit, j'ai encore une fois la chance de travailler pour une maison incroyable qui est la maison Lalique. Qui a un savoir-faire de dingue, que ce soit le cristal, que ce soit le vin, que tout ce que notre propriétaire sur lesquels il s'engage, c'est-à-dire le vin, la gastronomie, l'hôtel, le cristal, les parfums. Et je me suis dit, tiens, je vais créer une association qui va pouvoir faire du bien aux enfants quand ils sont médicalisés. Mais bon, je l'ai créé en plein début de Covid, comme... finalement. Comme le podcast. Comme le podcast. Début 2020, je crois que c'était février ou mars, qu'on a réussi à tout mettre. On avait commencé en fin 2019. Et donc, on a malheureusement pas encore pu faire ce qu'on voulait, c'est-à-dire, j'ai travaillé avec le nez de chez La Ligue pour faire le goût de la brioche qui cuit dans le four. Parce qu'ils sont dans les hôpitaux, c'est aseptisé, forcément. Ouais. Avec le Covid, j'en parle même pas, c'est impossible d'y rentrer. Même encore là, il y a encore énormément de restrictions, ce qui est normal. Ils ont presque plus d'immunité. Donc voilà, le but, c'est d'arriver à mettre ça en place avec le nez de La Ligue. On les a déjà fait venir, mais quand ils sont sortis de cycle, donc au bout de 4 ans, ils viennent chez moi, on leur fait un petit atelier pâtisserie, salé, sucré, redécouvrir les goûts, parce qu'ils ont perdu pas mal les goûts qui ont été brûlés par les rayons et tout ça. Donc voilà, c'est des actions que je fais comme ça. Aussi, on a préservé un poste d'un chirurgien qui opérait la moelle osseuse pendant le Covid, parce que le gouvernement voulait délocaliser ce poste. Donc mon association a pu subvenir aux frais de ce poste-là, préservé, parce que finalement la maladie, elle touche les gens qui ont de l'argent, classe moyenne, toutes les classes. Donc ce que je veux dire par là, c'est que si on perdait ce médecin sur Bordeaux, l'enfant qui pouvait être malade, la famille qui était touchée par ça à Pau, ils étaient obligés d'aller à Paris pour emmener l'enfant.
Il y en a toujours un des deux qui arrête son job, parce que sinon il n'y a plus personne qui ramène de l'argent pour le foyer. Il n'y a pas d'aide, personne ne sait, mais il n'y a pas d'aide, hein, clairement. Il y a des tickets repas, des bons qui sont un peu donnés. Il y a très souvent des habitations qui sont prévues pour les parents à côté des hôpitaux. Mais voilà, c'est une vraie galère qui touche tout le monde. Et voilà, donc le but, c'est de ramener du bien, d'accueillir ses enfants ponctuellement ici au château. Bien sûr, on n'est pas du tout dans l'esprit luxe, hein, c'est vraiment dans le côté dégustation de mets, d'odeurs, de goût. Et moi, ce que j'aimerais faire, là, donc Corinne, on est en train de travailler dessus, c'est qu'on veut créer une académie pour réinsérer les enfants après leurs soins. Parce que ça, c'est pareil, on n'en parle pas, mais les enfants, souvent, ils sont coupés du cursus scolaire ou alors ils sont déjà en apprentissage et puis ils ont dû arrêter et après, ils sont un peu à la rue. Pas de soutien, rien. Donc du coup, moi, ce que je voudrais faire, c'est une académie qui réinsère ces enfants-là dans notre métier. Donc c'est-à-dire, ça peut être dans le vignoble, dans le chai, dans les vignes, sur l'hôtellerie, sur la restauration, à la cristallerie, voilà. Donc je voudrais proposer ces postes-là aux enfants. Donc on est en train de créer, éventuellement peut-être mettre un local en place. Voilà, on est en train de constituer tout ça. Et après, j'ai fait rentrer des chefs référents aussi, des membres honoraires qui portent un peu. En fait, le but, ce serait que je puisse intervenir un peu dans tous les hôpitaux de France, mais en fait, c'est le temps qui manque. Mais j'aimerais faire tellement de choses. Mais voilà, faut bien leur donner. Donc là, on est en train de... Comme j'ai changé mon bureau de l'assaut, avec Corinne, on est en train de faire un vrai calendrier qui va nous faire on va faire des événements ponctuels. Ouais, je fais aussi des dîners 4 mains. Là, j'ai fait un dernier dîner avec Thierry Marx à la Forie, qui était animé par Nelson Montfort, qui m'avait fait la gentillesse de venir. Et du coup, on avait fait une vente aux enchères avec des dons grâce à Silvio Dance, d'une pièce en cristal, de vin aussi de la maison, aussi des donateurs extérieurs. On avait le rugby, parce qu'ici à Langon, ils ont été champions de France, ils avaient signé un ballon qui est parti pour 1 000 € le ballon. Trop bien. Incroyable. J'avais signé une veste. Thierry Marx et moi, on avait signé sur une de mes vestes. Une de mes premières vestes que j'ai eues avec le col bleu, blanc, rouge, on l'avait signé. C'est pareil, elle est partie à 800 €. Puis moi, j'ai dit, ouais, mais ça va pas partir. Qui c'est qui va acheter une veste avec notre nom? Oui, mais c'est parti. Donc, on avait Nelson Montfort, il avait animé le Tour de France aussi juste avant. Donc, il avait ramené un maillot de, je crois, Jalabert, qui était dans un cadre. Enfin, voilà, on a réussi à récolter 12 000 €. Donc, Château Yquem aussi, ils avaient fait une soirée en tête-à-tête avec Pierre Lurton, avec dégustation de millésimes à table, de 1940, enfin, voilà, avec des millésimes un peu inconnus encore. Le dîner n'a pas encore été fait, hein, mais pour 4 personnes, donc ça c'est parti très bien aussi. Enfin voilà, on a eu des acteurs de la région et autant nous aussi, enfin mon propriétaire qui a fait des dons. Donc voilà, donc toute cette somme-là, pour l'instant, on l'a bien sûr pas encore mis à profit, mais voilà, on va le faire intelligemment pour cette association. Je vais aussi réaliser des dîners 4 mains l'année prochaine, encore une fois, pour récolter des fonds. Et voilà, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, parce qu'on est tous touchés par ça dans notre entourage, que ce soit les adultes ou les enfants. Mais si moi, à ma petite hauteur, je peux ramener un plus là-dedans, c'est génial, parce que je me dirais, au moins, j'aurais fait quelque chose pour ça. Et là, je suis en train de m'immiscer aussi dans le cancer pour les adultes, sur le mieux manger, parce qu'on mange trop de protéines, on mange trop de viande, on mange trop mal en fait. Et il y a tellement d'alternatives pour avoir suffisamment de calories et d'énergie en mangeant différemment et mieux, et surtout être moins malade, quoi. Si on peut se préserver là-dessus et moins consommer de médicaments parce qu'on est malade, c'est quand même mieux, quoi. Mais en fait, c'est pas grand-chose, c'est la nourriture. On peut mieux manger aujourd'hui ? Bien sûr, évidemment, et pas forcément plus cher. Pas forcément plus cher. Mais tu sais, au Covid, les gens, quand on a eu tellement de restrictions, les gens sont beaucoup tournés sur le local, les petits producteurs, tout ça, ils ont jamais fait autant de clients. Et naturellement, après le Covid, on part dans une routine. 3-4 mois après,
c'est reparti de nouveau. Ouais. Complètement la normale. Les gens, ils ont de nouveau reconsommé ce qu'ils consommaient avant. Et c'est un peu triste parce que on a plein de producteurs qui font des super produits, qui le font intelligemment. Et je pense faut prôner ça. Ouais. Et il faut en parler surtout. Et il faut Mm. le faire savoir parce que, et le prouver en fait. Parce que tout le monde a. Aujourd'hui, on vit dans une société où tout doit aller vite, on doit manger rapidement, on n'a pas le temps, on a le travail, on a les enfants. Mais finalement, on peut très bien manger en utilisant tout autant de temps. Mm. Tu disais retour à l'anormal et je l'ai Oui. le L apostrophe, Oui. anormal. C'est- Plutôt que là, puis le anormal, le retour à l'anormal. Et oui, d'ailleurs, je crois que ce midi, j'ai rarement pris autant de temps pour déjeuner. C'était très agréable 3 heures, je crois, à peu près. D'ailleurs, je me suis dit, mais ils sont pas endormis à table. Je me suis dit, mais ils sont encore là. Bah oui, on attend les desserts. Je suis allé en pâtisserie. J'ai dit, mais pourquoi vous n'envoyez pas les desserts? Bah, chef, on vient d'envoyer les pré-desserts. J'ai vu le ticket sortir à la machine. Ah, bah voilà, t'as les desserts qui marchent. Mais prendre le temps de bien manger, effectivement, Oui. c'est plus qu'essentiel. On arrive tranquillement à la fin de cet échange. Moi, je te remercierai après. Je vais aller sur des conseils que tu aurais potentiellement à donner, même si tu disais tout à l'heure, c'est parfois compliqué de donner des conseils, mais je te le disais juste avant de commencer cet échange, que le but de ce podcast, c'est de dire aux gens qui ont une passion, une envie, parfois une petite voix qui leur parle en intérieur, tu sais, et qui n'osent pas y aller. Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire? Parce qu'on se met des freins, on a des peurs, des freins d'ailleurs qu'on peut nous mettre autour aussi, parfois. Oui. Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire pour les surmonter et pour qu'ils puissent aller de l'avant et vivre de leur passion comme toi tu le fais? Bah, il faut y aller. Hein. Faut pas se poser 15 questions ou 30 questions. Moi, ce que je faisais souvent, j'ai déménagé en tout, je crois, 11 fois, on avait quelqu'un la fois, ou 12 fois. Ouais. Pourtant, je suis resté longtemps dans les... Dans les maisons, Je suis resté longtemps dans les maisons, mais en fait, entre-temps, j'aimais bien changer d'appartement. Ok. Parce que j'aime pas... En fait, dans un appartement, quand je vivais en appart, je bougeais... Maintenant, on peut même plus bouger les meubles parce qu'il y a les prises télé à un endroit, on peut plus bouger. Avant, on pouvait. Ouais, Enfin, bon, c'est bref. Et les appartements, moi, je changeais quasiment, je crois, tous les 3 mois ou tous les 2 mois, je changeais les meubles dans tous les sens. Ah oui, d'accord. Ouais. Et au bout d'un moment, comme ça me... Bah, Comme je tu revenais as à la fait même le tour. chose, je changeais. Mais... Et donc, je reviens à ça. Donc, je faisais une colonne. Quand il fallait faire un choix, je faisais une colonne plus, une colonne moins. Mhm. Et je listais le plus et le moins. Et je prenais ma décision. Ok. Et quand j'étais tout seul et quand j'étais après avec mon épouse, on a toujours fait comme ça. Et ça marche pas mal. Mhm. Donc voilà, si j'ai un conseil à donner, Ouais. moi ça a toujours bien fonctionné. Et après, c'est toujours pareil. On en discutait pendant tout le podcast. C'est aussi la chance des rencontres. Mais la chance, elle se provoque. Mhm. Donc, faut pas trop Ouais. se poser de questions, il faut y aller. Mhm. Il faut y aller, il faut peser bien sûr le pour et le contre, mais à un moment donné, si on le sent, si on a le feeling, il faut y aller. Mhm. Tu Et disais puis tout à- après, on joue pas sa vie. Si on s'est trompé, bah, ça arrive. Mhm. On refait marche arrière, on prend un autre virage Ouais. et on retournera sur le bon chemin. Mhm. Tu disais tout à l'heure, j'ai de la chance, mais c'est pareil, c'est comme la normale et la normale. Mhm. C'est j'ai de la chance et j'aide la chance. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce qui t'anime au quotidien? Qu'est-ce qui t'anime dans tout ce que tu fais? Ce qui m'anime, c'est les gens qui sont autour de moi. Je dis ça parce que je ne me rendais jamais forcément compte de la chance que j'avais, de tous les gens qui sont autour de moi. Et ce qui m'avait mis la puce à l'oreille, c'est en disant, mais... parce que je sais plus ce que je disais. La dernière fois, je posais la question, je dis, oui, mais pourquoi il fait pas ça? Mais chef, c'est pas possible. Vous respecte trop, enfin, c'est pas possible de dire ça. Je dis, mais si, il faut me le dire. C'est pas un problème, il n'y a pas de tabou. Et en fait, il y a une barrière parce qu'il y a trop, il y a le respect, il y a la, la fierté ou se disant ah oui, mais c'est le chef. Je dis bah oui, mais oui, c'est le chef, d'accord, mais donc, du coup, en fait, je dis ça parce que du coup, ça m'anime parce que finalement, on se dit bah on fait que du bonheur aux autres en les aidant, en les accompagnant, en leur donnant des conseils. Donc c'est ça qui m'anime tous les jours, c'est que on a des gens qui viennent tous les jours dans notre établissement et qui sont contents d'être là
Et ce qu'on peut leur apporter à notre petite échelle, ça va les porter. Et puis après, ils seront contents et puis ils se rendront compte que tout ce qu'ils ont appris. Et finalement, c'est ça qui est chouette. Et après, bien sûr, il y a les clients derrière. Les clients qui sont contents, même si je ne les crois pas toujours qu'ils sont contents. Mais ça, c'est un gros problème. C'est un petit problème que j'ai. Oui, je crois pas, moi. On me dit, ah, c'est super, c'est génial, chef, vous êtes génial. Moi, dans ma tête, je me dis, oui, d'accord, ok. Il y en a d'autres qui sont géniales, il n'y a pas que moi. Enfin, ou même pas, oui, ok. Oui. Du mal avec le Pourquoi compliment, pas. on a compris, Oui, on a compris d'où ça pouvait venir. Oui. Ouais. Et si j'ai quand même une dernière question. Quand tu auras 3 étoiles, si tu les as, c'est l'objectif malgré tout, mais pour le moment tu t'es fixé des objectifs, tu les avais. Quand tu auras les 3, est-ce que y a quoi après en fait? Déjà, j'espère. Déjà, non mais je te le J'espère souhaite évidemment, bien évidemment, je croise les doigts pour. Après, ce qu'il y aura après, déjà il faut les conserver. Ouais. Il faut déjà les confirmer, les conserver et continuer à se remettre en question parce que je reviens toujours à la même chose. C'est pas une fin en soi, mais c'est comme tout, il y aura autre chose. Parce que là, j'ai eu le meilleur way de France. Il y en a d'autres des meilleurs way de France. Ouais. Il y a d'autres classes. Ouais. J'ai ma petite idée, mais j'ai demandé l'approbation à mon épouse. C'est bon, elle est d'accord. Supportant. Hein. D'ailleurs, elle veut faire le concours de meilleur way de France maître d'hôtel. Génial. Et elle a embarqué aussi. Elle a dit j'y vais pas si Julien il va pas avec moi. Comme ça, les deux. Vous aimez la compétition, pareil. Ça va, ouais. Chef sommelier aussi, il est pas mal. Lui. Là, il est en finale du Master of Port. Ok. C'est le concours du Porto. Ouais. Qui est un très gros concours. Ça fait partie des 4 gros concours de sommellerie. Ok. Donc oui, on est. Puis là, j'ai Tanguy qui s'entraîne pour le trophée Mas. Nao, mon chef adjoint, il s'entraîne pour le Prosper Montagnier. J'avais déjà fait aussi. J'avais fait 2e en 2013. Okay. Marina, ma sous-chef russe, elle voulait faire le Tétinger, mais c'était trop court en délai. Mais on va en faire un autre derrière. Donc, il y a vraiment une passion au concours, quoi. Tu disais tout à l'heure piquer au concours et effectivement. Oui, parce que en fait, par contre, je force pas. Hein. C'est parce qu'ils ont envie d'y aller et je me donne à 100% pour eux, 1000%. Et tu montres l'exemple aussi, malgré tout. J'y vais les week-ends, je suis là pour eux, je suis même jusqu'à les emmener là-bas. Ma chef pâtissière aussi, elle veut refaire aussi le concours. Mais en fait, c'est porteur pour tout le monde parce que ça donne une énergie, ça soude aussi. Chacun donne ses petites idées. Voilà, il y a les blancs qui se font. Donc il y en a qui viennent pour écrire, qui suivent les timers. En fait, ça fédère énormément toute l'équipe, que ce soit la salle, la cuisine, l'hôtel. Parce que les réceptionnistes sont super forts sur les ordi, donc on les sollicite pas mal sur le côté informatique. Voilà. Tout le monde met un peu la pierre à l'édifice. Et puis quand il y a la réussite au bout, tout le monde est content, tout le monde est fier. Et puis ça fait parler de la maison, ça fait parler de notre savoir-faire, qu'on veut préserver absolument, que ce soit la cuisine, l'art, tout ce que notre patron finalement finalement, moi, tout ce que je véhicule comme conviction, c'est aussi les convictions que le groupe a. Et ça c'est chouette. Et puis quand on a toutes ces équipes qu'on a derrière nous, c'est génial. C'est ça finalement qui me donne mon énergie tous les jours. Les clients, les équipes. Évidemment, il y a toujours aussi des choses un peu plus compliquées quand il y a tout ce qui est chiffres et toute la vie d'une entreprise. Mais ça fait partie du lot aussi du package. Il n'y a pas tout qui est toujours rose. Complètement. Donc voilà. Jérôme, merci. De rien, avec plaisir. Plusieurs merci. Merci déjà de... Je pensais pas que j'avais passé autant de temps. J'aime bien quand ça commence comme ça, on sait pas trop le timing et on se dit oh non, pas autant, puis au final on se laisse porter, c'est parfait. Merci pour toutes les émotions vécues aujourd'hui, parce que déjà dans je dis parce que donc, je n'ai que Marvin, un ami qui avait des photos, je le mentionne quand même, et parce ce qu'on a mangé ce midi, on a vécu des émotions et il a dit, et moi aussi, on a eu les larmes aux yeux de manger ce qu'on a mangé, donc merci pour ça et merci de t'être livré et d'avoir partagé. Quand tu me regardes, tu vois que j'y crois pas ou...
Tu te grattes le cou, t'inquiète, je sais, j'ai les messages. Non, mais merci pour ça et merci de t'être livré avec autant d'authenticité et de sympathie sur ce podcast. Je suis comme ça. Mais oui, mais c'est chouette. Des fois, c'est un peu trop. Je sais pas, j'en sais rien, mais en tout Pourquoi cas, tu moi, dis je parle sans filtre. Ouais, mais c'est ça qui est chouette. Des fois, dans les équipes, c'est un peu trop. Ouais, enfin, c'est moi, de toute façon. Voilà, je peux pas faire autrement. Non, mais c'est un mélange, et c'est ce qu'on ressent dans la cuisine, un mélange d'art, d'émotion et d'amour. Quand même. Donc merci pour ça. Avec à plaisir. bientôt. À bientôt. Merci à vous pour votre écoute. Quelle chance j'ai eu de croiser sa route, de déguster ses plats et de lui tendre le micro du Pompon. Un personnage haut en couleur et touchant qui sans aucun doute continuera de briller sur la gastronomie française. Si cet épisode vous a plu, eh bien je vous invite à le partager autour de vous. Le Pompon se fait connaître aussi et surtout grâce à vous. Alors que ce soit en commentant sur LinkedIn, en partageant une story sur Instagram ou en parlant dans la journée autour de vous, cela aide grandement le Pompon à inspirer un maximum de monde. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast. Et surtout, d'ici là, mangez du mieux possible et prenez soin de vous. À très vite.